Souvent, quand on est au début, on a peur de partager son idée. On se dit, on va me la piquer, c'est difficile de partager mon idée. J'aimerais bien t'en parler, mais est-ce que tu peux me signer un petit contrat de confidentialité ou ne jamais en parler à personne autour de toi, promets-le-moi. En réalité, c'est l'exécution qui compte. C'est absolument pas l'idée. À moins que vous soyez un savant fou avec un brevet, une propriété intellectuelle, etc. Il n'y a aucune raison de ne pas partager votre idée. Bienvenue sur l'Entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Watine, fondateur de SoWeFound, une plateforme de financement participatif dans le domaine de l'innovation. Benjamin partage avec nous son parcours atypique de musicien à fondateur de start-up dans le crowdfunding. Il en a parcouru du chemin et ça n'a pas été facile tous les jours. Dans cet épisode du podcast, vous allez apprendre comment trouver votre place dans un marché qui semble saturé. Comment le positionnement d'une entreprise évolue au fil du temps. Pourquoi un entrepreneur doit parfois prendre des risques pour exister. Et quelle est la première source de financement des entrepreneurs d'aujourd'hui. Vous pouvez accéder au lien et à la transcription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/13, le chiffre 13. J'ai aussi mis en ligne un récap des meilleurs outils utilisés par mes invités et qui leur permettent d'être plus efficaces. Si vous voulez récupérer cette liste, rendez-vous sur envou.co/outils avec un S à la fin. Révèle l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 13. J'aurais dû lui demander de nous chanter un truc, Benjamin. Benjamin, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi ? Oui, avec plaisir. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Benjamin Watine, le cofondateur et directeur général de SoWeFound, une plateforme d'investissement dans les startups en recherche de financement. Benjamin, avant de parler de SoWeFound, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait ? Alors moi, j'ai commencé la vie d'entrepreneur par la musique. Donc j'ai été musicien à l'âge de 16 ans et j'ai fait beaucoup de musique. J'ai monté un groupe de musique et j'ai été musicien pendant au moins 5-6 ans. Donc ça, c'est mon premier projet entrepreneurial parce que finalement, j'ai dû monter un groupe, j'ai dû faire des concerts et j'ai essayé de finalement d'exister dans ce milieu artistique. Ensuite, mon premier vrai projet business et entrepreneurial, c'était à l'âge de 23 ans où j'ai créé ma première société avec un ancien collègue d'école qui était dans la distribution de terminaux mobiles. Donc ça s'appelait New Communication. C'est une société qui vendait un terminal mobile. Aujourd'hui, c'est un smartphone, mais à l'époque, c'était ce qu'on appelle un PDA communicant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Internet de la même manière. On était à l'époque du Edge, puis du tout de la 4G maintenant. Donc nous, on essayait de vendre cet outil à des grands comptes et ça a été une belle aventure. Et ça s'est arrêté rapidement ? Ça s'est arrêté au bout de... Donc mon associé et moi, on a eu des différends stratégiques. C'était une première belle aventure. La grande difficulté de ce secteur, c'est que le monde de la distribution, c'est un monde très très difficile, très consommateur de cash. Il faut avoir beaucoup de trésorerie, puisqu'à l'époque, c'est d'ailleurs un peu les prix des smartphones aujourd'hui, mais un PDA communicant, ça valait 1000 balles, donc 1000 euros. Et nous, on a commencé cette boîte, je me rappelle, on avait mis quelque chose comme 8 ou 10 000 euros de capital, ce qui était énorme, ce qui était toutes nos économies à l'époque, mais on pouvait pas acheter beaucoup de PDA communicants. Et quand un de nos clients grand compte nous demandait une centaine de pièces, on se retrouvait avec des grandes problématiques de besoins, de roulement, de trésorerie, de cash, de moyens d'investissement. Et donc, on est obligé de faire appel à des stratagèmes tels que la facturage, tels que d'essayer de vendre, d'avoir un acompte, d'acheter les pièces, de les verser, d'essayer de récupérer le deuxième acompte. Tout ça pour acheter finalement les produits. Et le gros problème de la distribution, ce sont les marges qui sont toutes petites. Et à l'époque, mes téléphones, enfin PDA communicants, étaient en pleine concurrence avec des acteurs qui étaient pas si gros à l'époque, mais qui commençaient déjà à grossir, qui s'appelaient Cdiscount, Pixmania. Et pour le coup, ce qui a été intéressant et ce que je retiens de fun de cette expérience, au-delà du fait que c'était une très belle expérience entrepreneuriale, c'est qu'on a réussi à faire bouger un peu le marché et qu'on a des acteurs, justement, tels que Cdiscount et Pixmania qui nous appellent et qui nous demandent comment on fait pour présenter des prix pareils alors qu'on est personne. Voilà. Et ça, c'était intéressant. Et dans la même lignée, donc cette même boîte, on avait acheté, donc ça, c'était mon associé qui avait été très smart. Il avait acheté le nom de domaine parce qu'à l'époque, les grosses boîtes avaient pas forcément eu l'idée d'acheter tout leur nom de domaine. Et il avait acheté le nom de domaine d'une société
hongkongaise, une joint venture hongkongaise et italienne qui avait lancé le premier ordinateur portable communicant, c'est-à-dire dans lequel on pouvait mettre une carte SIM et avoir Internet. C'était un ordinateur qui valait 2500 € à l'époque, il s'appelait le Flybook, et mon associé avait acheté flybook.fr. Et donc le siège nous a appelés en nous disant que c'était leur nom de marque, etc. Mais nous, on avait tout déposé, et donc on leur a proposé deux choses, soit de leur revendre le nom de domaine, soit d'être leur distributeur officiel en France. Et ils ont accepté qu'on soit leur distributeur officiel en France, et on a distribué ce produit pendant une belle année. Et là, on avait plus de marge, donc c'était intéressant, mais on a vécu les mêmes problématiques, à savoir que quand on devait acheter une pièce, c'était compliqué. On a même vécu nos premières invendues, escroqueries finalement, où on nous commandait une pièce et en fait on nous payait jamais. Et même la compte qu'on pouvait recevoir, il y avait des petites formes d'escroquerie, et donc on a subi. Vous imaginez qu'en perdant une pièce à 1500 €, déjà vos marges elles sont plus que réduites, quoi. Voilà. Et après cette première expérience? Après cette première expérience, moi je suis reparti dans le monde des études, parce que j'ai pas un profil d'étudiant modèle, parce que j'ai quand même réussi je suis parti très vite dans le monde de la musique, juste après le bac, et pour le coup, bac que j'ai eu en candidat libre, et ensuite j'ai passé une licence marketing en candidat libre en 1 an. Donc j'avais fait un deal, j'ai fait en 1 an, 3 ans. J'avais fait un deal avec un directeur qui m'a fait confiance, un directeur d'une école qui m'a dit passe ton BTS, si t'as ton BTS et que tu valides évidemment l'année marketing, je te validerai l'année marketing. Et j'ai passé mon BTS en candidat libre avec le CNED, et ensuite j'ai suivi l'année de cours en marketing, et j'ai eu une licence en marketing à la fin de l'année, puisque j'ai eu le BTS et la licence en marketing. Ce qui m'a permis de me dire si je peux faire en accélérer un peu des études, je vais quand même essayer d'aller un peu plus loin. Et j'ai après fait un master en entrepreneuriat, management de l'innovation à Advancia, qui s'appelle Novancia, qui était une grande école de la chambre de commerce de Paris, et qui aujourd'hui a été en partie absorbée par le SCP, et pour autre partie, c'est une marque qui n'existe plus, puisqu'il y a une grande consolidation en ce moment à la chambre de commerce de Paris. D'accord. Et ce diplôme t'a permis de recréer une autre boîte derrière? Ce diplôme m'a pas permis de créer une autre boîte, mais le fait d'avoir ce diplôme, pour faire ce diplôme, puisque c'était un master, moi j'ai choisi la voie de l'apprentissage, et parce que ça me permettait de financer les études, que mon patron puisse financer les études, et d'avoir un salaire, parce que j'étais quand même pas tout jeune quand j'ai repris mes études, puisque j'avais 24, 25 ans, ou 23, 24 ans, je sais plus. Et pour le coup, ça m'a surtout permis d'entrer dans le monde professionnel, mais pas en tant que jeune entrepreneur ou en tant que musicien, mais en tant que salarié, donc apprenti. Et là, j'ai intégré le monde des business angels. J'ai travaillé pour un réseau de business angels. Et donc, j'ai fait mon apprentissage comme ça pendant 2 ans. Et ça m'a permis de commencer à créer mon réseau, de découvrir le monde de l'entrepreneuriat, du côté justement un petit peu des investisseurs. D'accord. Et c'est ce qui t'a donné l'idée de So We Found? Alors après cette expérience d'apprentissage, moi j'ai été travailler encore pour le coup pour une société américaine. En fait, concrètement, j'ai travaillé un peu pour ces business angels durant mon apprentissage. Ensuite, j'ai continué à travailler pour eux sur une mission entre 6 mois et 1 an, plus en temps partiel, en CDD. Et ensuite, ça m'a permis d'être finalement identifié par un acteur américain pour pouvoir les représenter en France. Et c'est une société qui s'appelle Angelsoft, qui maintenant s'appelle Gust, qui est une société new-yorkaise, et qui m'a finalement offert l'opportunité de devenir le premier employé, en tout cas responsable du marché français. Et donc on a fait un test sur 1 an sur le marché français, ça s'est très bien passé. Comme ça s'est très bien passé, après j'ai pris vraiment la direction du développement français puis européen. Et après j'ai pris le développement, c'était le européen, c'était EMEA, parce que les Américains, l'Europe c'est aussi la Russie, l'Afrique du Nord. Et donc c'était une expérience très intéressante, et elle a duré 4 ans et demi. Elle m'a permis de beaucoup voyager, d'énormément apprendre, parce que j'ai travaillé à l'américaine et en même temps avec avec des grands dirigeants européens, puisque mon job était de nouer des partenariats stratégiques avec les grandes fédérations d'investisseurs professionnels, les grandes fédérations de business angels en Europe, des investisseurs individuels, des concours de business plan. Et donc, je finis par bien maîtriser l'écosystème entrepreneurial, d'innovation entrepreneuriale et du financement en Europe.
Et du coup, comment t'as eu l'idée de SoWeFund et comment s'est passé le démarrage? Eh bien, l'idée de SoWeFund, on l'a eu avec mon associé Georges Viglietti, justement à Moscou. Donc, dans le cadre d'un congrès qui était organisé. Donc, il faut savoir que Georges Viglietti était un de mes clients justement quand je travaillais pour Gust. Et dans ce cadre-là, on s'est rendu compte que il y avait déjà les débuts en fait du financement participatif. Il y a quelques plateformes qui existaient. Il y avait une plateforme hollandaise qui s'était créée. Il y avait une plateforme française qui existait, la plus ancienne, qui est WeSeed, qui était à ses tout débuts. Il y avait une plateforme allemande. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une émergence du financement participatif qui était en train de se faire. Mais par contre, qu'il y avait une réelle opposition et un réel scepticisme, en fait, des acteurs traditionnels du financement vis-à-vis de ces nouveaux entrants. Des investisseurs, en fait. Ouais, en fait, les réseaux de business angels, les fonds d'investissement voyaient pas d'un très bon œil l'arrivée de ces nouveaux acteurs de plateformes qui connaissent finalement pas grand-chose à l'investissement dans les startups, private equity, et croyaient pas du tout au modèle des plateformes de crowdfunding. Et donc nous, on y a vu une vraie opportunité avec mon associé en se disant, tiens, essayons de monter une plateforme dont le but sera de créer ce lien entre les acteurs traditionnels du financement et le grand public. Créer ce lien, ça veut dire essayer de co-investir ensemble. Et donc on a lancé SoWeFund comme la première plateforme de co-investissement en permettant à tout à chacun d'investir dans les mêmes conditions que nos partenaires professionnels, business angels ou fonds d'entrepreneurs, fonds d'investissement. Ça, c'était vraiment notre modèle de base. Et donc on a décidé de créer ça. La société a été lancée juridiquement, structurellement fin 2013 et on a lancé notre première plateforme alpha en mai 2014. On a fait une petite levée de fonds avec notre Love Money et on a travaillé dur pour obtenir l'agrément de conseiller en investissement participatif, parce qu'il faut savoir que notre métier, c'est de présenter, c'est d'identifier, sélectionner les meilleures startups et de les présenter à notre communauté d'investisseurs. Et pour faire ce métier, pour pouvoir les présenter au grand public, c'est-à-dire faire de l'offre publique de titres financiers. Donc là, c'est un peu c'est le jargon de notre activité, mais pour le coup, mettre en ligne des projets en face du grand public, il faut un agrément. C'est très réglementé. Il faut un agrément qui est délivré par l'autorité des marchés financiers. Et cet agrément, celui de conseiller en investissement participatif, n'existait pas quand on a lancé SoWeFund, et on a été la première plateforme avec 2 autres acteurs à obtenir cet agrément le 1er octobre 2014. Donc c'est une date importante pour nous, et ce qui nous a permis d'exercer en toute légalité. Voilà. Donc ça a été le lancement, mais finalement notre premier vrai deal, notre premier vrai financement par le biais de la communauté, c'était qu'en mai 2015. Donc vous voyez, c'est passé pas mal de temps, il s'est passé environ 2 ans avant de pouvoir vraiment commencer l'activité sérieusement, 1 an et demi avant de commencer l'activité sérieusement, publiquement en fait. D'accord. Et du coup, tu disais que la première plateforme est arrivée en avril, vous avez commencé en avril à avoir une version alpha, mais en avril, tu savais pas encore si tu allais pouvoir faire ça ou pas. C'est-à-dire que tu n'avais pas encore l'agrément. En fait, en avril, on avait obtenu un autre agrément qui était le seul agrément qui existait dans ce secteur pour quand même être un peu dans les clous, qui était celui de conseiller en investissement financier, qui est finalement l'agrément qu'ont les conseillers en gestion de patrimoine, certains intermédiaires financiers, pour se baquer en disant nous on a pris l'agrément, le seul agrément qui existe, et on lance notre activité, elle est comme ça. Mais on savait qu'il y avait quand même une vraie appétence, un vrai mouvement qui était en train de se créer autour du financement participatif, et que les pouvoirs publics étaient très attentifs. Donc on espérait bien qu'il y ait un nouvel agrément qui existe et qui nous permette d'exercer en toute légalité. Voilà. Mais du coup, on a pris quand même des risques. On a pris le risque que ça n'existe pas, oui. Il y a eu un risque qui a été pris, mais qui était plus ou moins calculé. Et l'important ici, c'est qu'il faut être le tout premier sur un marché qui se présente comme ça pour exister après, quoi. Ça, c'est en effet, en tout cas, on était les tout premiers à obtenir l'agrément. Après, nous, on n'est pas la plus ancienne plateforme du tout. C'est d'ailleurs une des grandes difficultés qu'on a rencontrées. C'est qu'on s'est quand même mis sur un marché où il y avait quand même quelques acteurs qui existaient, qui exerçaient en toute illégalité. Mais en fait, c'était pas de l'illégalité. C'était ce qu'on appelle un flou, quoi. Un flou juridique. Et donc, tant que le législateur n'avait pas statué sur cette problématique, et c'est toutes les questions de l'innovation, il y a beaucoup d'opportunités dans des flous juridiques. Tant qu'il n'avait pas statué, c'était pas vraiment légal, mais c'était pas non plus interdit de le faire. Tu disais aussi que votre particularité, c'est que les projets sur lesquels le grand public peut investir, c'est des projets où il y a déjà des business angels qui ont investi dedans. C'est bien ça? Oui. D'accord. Donc il y a cette garantie entre parenthèses qu'un business angel a étudié le dossier et a trouvé qu'il est intéressant pour que le grand public puisse investir dedans.
Ça, c'était notre modèle initial. En effet, on travaillait beaucoup avec les réseaux de business angels pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'on n'avait aucune existence, aucune reconnaissance et crédibilité sur le marché, autre que on est issu du monde du capital risque, mon associé et moi, ce qui est déjà pas mal. Donc, on a une certaine crédibilité pour sélectionner les dossiers, mais personne ne nous connaît. Notre plateforme est jeune, il n'y a pas énormément d'investisseurs dessus. Donc, on s'est dit, pour rassurer ces nouveaux investisseurs, ces primo-investisseurs, il faut qu'on s'appuie sur, en effet, l'expertise et la due diligence, l'instruction des dossiers, l'analyse qui sera faite par des réseaux de business angels. Mais aujourd'hui, et depuis quelques temps, SoWeFund c'est beaucoup développé. Et aujourd'hui, de toutes les manières, on a une obligation, nous, de réaliser cette instruction et cette analyse très poussée. L'avantage, c'est qu'elle était double. C'est-à-dire qu'on avait et une instruction réalisée par SoWeFund, les équipes d'analystes, et l'instruction réalisée par les réseaux de business angels. Maintenant, on envoie beaucoup de projets à nos partenaires business angels ou même fonds d'investissement. Parce qu'on a fait la diligence, on les accompagne et on les invite à co-investir avec nous. D'accord. T'as dit aussi qu'il s'est passé 2 ans jusqu'à ce que vous ayez les premiers investissements participatifs. C'est bien ça? Oui, en fait, il s'est passé exactement 18 mois. Pourquoi un temps aussi long, justement? Parce qu'un projet, ça se fait pas si facilement. Nous, on est dans un secteur d'activité plus très assez capitalistique, qui demande du temps parce qui attend une communauté et du jour au lendemain. La petite anecdote, c'est que quand vous lancez un site, et ça, il faut vraiment le savoir. Mais moi, c'était la première fois que je lançais un site. Quand vous lancez un site, en fait, personne ne vous connaît. C'est pas parce que vous lancez un site que vous êtes sur la toile qu'il va y avoir tout d'un coup le lendemain, ça y est, des milliers de personnes viennent sur votre site internet. En fait, personne ne le connaît. Non seulement personne ne le connaît physiquement, n'en a jamais entendu parler, mais en plus Google vous a absolument pas encore référencé. Donc en fait, il y a aucune raison que vous puissiez exercer pleinement votre activité et que ça cartonne dès le début. Donc il faut créer toute une image de marque, un positionnement, du référencement, et tout ça, ça prend du temps. Et c'est pour ça que nous, comme on le savait quand même un petit peu, que ça se faisait pas en claquant des doigts, on avait lancé cette alpha qui était, on ouvre notre produit à nos amis, à notre famille, à notre communauté d'anciens patrons, quelques professionnels et à quelques futurs partenaires qui étaient des fonds d'investissement pour leur montrer un petit peu comment on allait travailler, comment ça allait se passer et même avoir leur retour d'expérience. Et ça, c'était très important pour nous. Parallèlement, on a dû travailler sur cet agrément. Donc, il y avait vraiment toute la partie produit, la partie agrément. Il y avait aussi la partie commerciale. Fallait nouer des partenariats pour que ces réseaux de business angels nous envoient des dossiers parce que il faut les convaincre de nous envoyer des dossiers et essayer de leur expliquer qu'on va réussir à lever des fonds pour les dossiers qu'ils nous envoient. Et c'était pas gagné d'avance. Mais ça s'est fait et tout se fait si on le fait bien avec le temps, sans être trop. C'est ambitieux, mais sans être. Si on se concentre bien et qu'on prend le temps, on finit par y arriver. Et donc on savait qu'il fallait intéresser un certain nombre d'acteurs, intéresser notre communauté. Et on attendait ces retours avant de lancer la bêta. On a lancé la bêta au 1er octobre 2014 parce qu'au 1er octobre 2014, on avait le droit de le faire publiquement, c'est-à-dire on avait le droit de communiquer dessus. On était enfin autorisé, on avait notre agrément. Ça nous a fait finalement beaucoup de pub aussi, parce que le fait d'être le premier acteur à obtenir un agrément avec les 2 autres acteurs qui étaient, eux, un peu plus connus, nous, on était l'acteur identifié comme ayant eu un agrément alors que personne ne connaissait, qu'on n'existait pas, donc les bons élèves finalement, et finalement toute la presse, quand elle s'est emparée du sujet, en expliquant que ça y est, il y a un agrément qui existe pour les plateformes de financement participatif, on était dans les 3 plateformes qui faisaient du crowdfunding equity, qui étaient présentées par les médias. Donc, on rattrapait on rattrapait pas notre retard parce qu'on était quand même encore un peu loin, mais disons qu'on existait enfin. Et que là, on a commencé à avoir nos premiers investisseurs qui se connectaient, qui s'inscrivaient sérieusement, qui n'étaient pas nos amis et notre famille. Voilà. Comment on tient, Benjamin, 18 mois financièrement et psychologiquement, justement? Alors, aujourd'hui, moi, j'explique toujours, souvent aux entrepreneurs, qu'en se lançant, un des plus grands business angels, c'est Pôle emploi, parce que vous avez la possibilité de créer votre projet, d'entreprendre, tout en touchant vos allocations. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas eu cette chance, parce que mon aventure chez Gust, quand j'ai travaillé 4 ans et demi avec ces Américains, était une aventure finalement intrapreneuriale, puisque j'ai dû créer une société pour le compte de mes finalement partenaires. Il faut que vous disiez que j'étais plutôt comme un représentant de la société américaine en France et en Europe. Et le fait d'avoir créé cette société, j'avais pas mal d'employés, j'avais pas mal d'enjeux sociaux également à gérer.
m'a donné un statut de dirigeant, et le dirigeant, malheureusement, n'a pas le droit aux allocations chômage. Maintenant, j'avais une activité qui m'a permis de mettre de côté. C'est d'ailleurs l'époque où j'ai le mieux gagné de ma vie. T'es toujours pas revenu à ce niveau-là? J'ai toujours pas récupéré mon statut, mon salaire et même ma rémunération de l'époque. Mais pour le coup, ça m'a permis de mettre de côté à l'époque et de tenir 1 an sans avoir besoin de me rémunérer, même 18 mois sans avoir besoin de me rémunérer. Moi, je vous dis pas que je mangeais pas souvent des pâtes ou quoi que ce soit, mais ça m'a permis de tenir. Maintenant, la recommandation, c'est comment on fait. Il faut absolument, je sais que je fais pas mal une exception là-dessus, puisque j'avais déjà une activité avant. Mais si vous vous lancez, que vous soyez jeune ou moins jeune, il faut vous lancer en saisissant l'opportunité de Pôle emploi. Parce que ça vous assure, avant vos premiers clients, vos premiers revenus, d'avoir de quoi manger. Benjamin, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec SoWeFund en termes de chiffres? Alors nous, aujourd'hui, SoWeFund, c'est une des premières plateformes d'investissement participatif en France. Notre ambition, c'est de devenir, fin de cette année ou dès l'année prochaine, le leader du financement de l'innovation en termes de plateforme d'investissement participatif, parce que nous, on ne fait que du financement de l'innovation. On ne fait pas de la promotion immobilière ou d'autres activités. Et en quelques chiffres, SoWeFund, c'est aujourd'hui près de 20 millions d'euros financés sur un peu plus de 35 sociétés. On double nos montants investis chaque année depuis le début de notre activité, à peu près. Et surtout, on est une dizaine de collaborateurs, donc on a grandi depuis, puisqu'on a démarré à 3. Donc maintenant, on est 10. Là, les next challenge, c'est finalement donc de prendre cette place de leader, de toujours augmenter en termes de volume de sociétés financées, en fait, d'augmenter le nombre de sociétés financées. Et pour ça veut dire qu'il va falloir identifier toujours plus de sociétés, toujours plus les analyser et surtout aller les chercher, parce qu'on veut vraiment financer le meilleur. Et de l'autre côté, faire l'acquisition et toujours promouvoir notre plateforme pour avoir toujours plus d'investisseurs. Et quel est votre business model? Nous, notre modèle économique, il est principalement basé au succès. C'est ce qui plaît à notre communauté d'investisseurs. On se rémunère de 2 manières. On se rémunère de 2 côtés. Et c'est d'ailleurs un des statuts très particuliers de mon métier, c'est que j'ai d'un côté un client qui est l'entrepreneur pendant un certain temps, et puis après, hop, mon client principal, c'est l'investisseur. Pourquoi? Donc on pourrait dire qu'il y a presque conflit d'intérêt. Et c'est tout le statut un peu bâtard, pardonnez-moi l'expression, du statut de conseiller en investissement participatif. Mais l'idée, c'est que moi, mon job, c'est que je suis un leveur de fonds, moi, pour une société. Concrètement, une société vient nous voir, on va la chercher pour l'accompagner dans sa recherche de financement. Pour l'accompagner dans sa recherche de financement, il y a tout un processus chez nous. On va l'analyser son dossier sous un certain nombre de critères d'éligibilité, et ensuite, on va décider de se mettre d'accord sur des conditions, d'intervention. Et dans le cadre de ces conditions d'intervention, nous, on va avoir une rémunération basée au succès sur sa levée, sur le montant qu'il va lever. Donc il va nous donner un petit fixe qui sont des frais de mise en ligne, aujourd'hui qui sont entre 3 et 5 000 euros. Ensuite on va le mettre en ligne, donc ça on va le mettre en ligne, et en fonction des montants levés, on va récupérer une commission. Cette commission, elle est entre 5 et 8% des montants levés. Donc ça, c'est notre rémunération auprès de l'entreprise. De l'autre côté, concrètement, c'est l'activité qui fait vivre, ou en tout cas qui crée le chiffre d'affaires actuel de SoWeFund, pour faire en sorte qu'il y ait des équipes qui puissent tourner. Et de l'autre côté, on a un modèle auprès des investisseurs qui est plutôt lui vraiment basé au succès. C'est qu'on crée systématiquement donc un véhicule d'investissement pour regrouper les petits porteurs, et on leur fait juste payer des frais de paiement qui sont de 1,5%. Mais par contre, on est rémunéré à leur succès. S'ils y arrivent, comme un fonds d'investissement le fait dans les sociétés de gestion. Nous, si vous, demain, vous investissez 100 euros dans une des startups de SoWeFund, je vais vous demander 1,50 € de frais de paiement. Mais par contre, je vous prendrai 19,5% des plus-values que vous allez réaliser. Mais que des plus-values. Donc si vous faites des moins-values, je gagne rien. Et si vous faites des plus-values, je gagne. Ça, c'est le modèle. Dans 70% des cas, c'est ce qui se passe. Après, on a un autre modèle pour les investisseurs. Il y a des investisseurs très fortunés qui refusent de passer par ce modèle-là parce qu'ils investissent directement dans l'entreprise des montants très significatifs. Ceux-là, nous, on leur prend à l'entrée des frais de sourcing. C'est-à-dire qu'ils payent leurs 1,5% de frais de paiement s'ils passent par la plateforme, mais quoi qu'il arrive, ils paieront leurs frais de sourcing, dit de sourcing. C'est grâce à nous, ils ont trouvé le deal grâce à nous, qui sont de 3,5%. Donc ça, c'est notre modèle économique. Il est totalement transparent, il est sur la plateforme, c'est pour ça que je peux vous le dire sans souci. Et c'est aussi quelque chose d'important, c'est qu'on est là pour dépoussiérer un peu le monde du venture capital et apporter un peu de transparence à l'investissement aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a eu déjà des pépites qui t'ont apporté beaucoup de retour sur investissement? Ouais. Nous, aujourd'hui, je vous disais, mon premier investissement, c'était en mai 2015. Aujourd'hui, en
en octobre 2018. Ça va faire un petit peu plus de 3 ans qu'on est en activité. On a 35 boîtes. Sur ces 35 boîtes, on a eu alors il faut savoir que dans mon monde, et on va en parler un petit peu, mais les premières sorties sont souvent les sorties négatives. Puisqu'on dit souvent, les sociétés, il faut qu'elles passent le cap des 3 ans, le cap des 5 ans pour y arriver. C'est exactement pareil chez nous. Et nous, on évolue dans le monde du capital risque. C'est-à-dire que nos investissements sont les investissements les plus risqués. Nonobstant, on a 3-4 sociétés qui sont liquidées ou en cours de liquidation. Sur les 35. Sur les 35. On a quelques sociétés on en a peut-être une qui va sortir. On n'a pas de sortie positive aujourd'hui officielle. Par contre, on a beaucoup de tours de refinancement à des valorisations bien supérieures à la valorisation initiale. Je peux pas donner de nom actuellement puisqu'elles sont pas sorties et que c'est pas public. C'est un peu la difficulté d'ailleurs dans notre métier. En plus, dans le crowdfunding en particulier, puisque quand quelque chose ne va pas, ça finit peut-être par se savoir puisque les gens sont pas contents. Mais quand tout va bien, tant que c'est pas grand public, on peut pas communiquer dessus. Ça, c'est un peu difficile, mais pour le coup, oui, on a des très belles pépites. On a des sociétés qui ont fait des valorisations supérieures à x10 dans le cadre de leur nouveau tour de financement. On a des sociétés qui sont venues nous voir et qui faisaient 50 000 euros de chiffre d'affaires et qui aujourd'hui font plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, il y a vraiment des sociétés qui se portent bien. Il y a des sociétés qui se portent, j'ai envie de dire, de manière assez normale, qui suivent relativement bien leur business plan. C'est rare. Et puis on a des sociétés qui sont un peu plus ce qu'on dirait nous à la traîne. Donc pour l'instant, on n'a pas trop à rougir de notre portefeuille. C'est une période particulière cette année puisque ça va être la période où justement on va vivre nos premières vraies sorties négatives. C'est-à-dire que là, je vous dis qu'il y en a 3-4, mais en fait, elles sont pas encore actées. Ça va se passer là, et ça fait jamais plaisir. Mais on va aussi peut-être connaître notre première sortie positive. Voilà. Donc on a hâte de voir un petit peu comment va se développer notre portefeuille. En attendant, elles sont presque toutes encore là et on verra comment ça se passe. Qu'est-ce que tu conseilles à tes investisseurs, aux personnes qui veulent investir dans les startups? Qu'est-ce que tu leur conseilles? La première chose, je leur conseille de diversifier leur portefeuille. Pour vous donner un exemple, surtout chez nous, dans le capital risque, sur 10 sociétés investies, 3, 4, 5 sociétés vont mourir. Et vraiment mourir, liquidation, vous récupérez pas du tout votre argent. 2, 3 sociétés vont potentiellement bien se porter, mais vous savez pas quand est-ce que vous allez pouvoir en sortir. Parce que pour sortir d'une société en private equity, faut qu'il y ait une cession. Donc c'est pas si simple, ce n'est pas liquide, notre secteur d'activité. Et les 2 dernières entreprises sont censées nous apporter, faire la culbute sur l'ensemble de votre portefeuille. Donc vous voyez, c'est très risqué. Donc si vous misez que sur 2-3 entreprises, vous avez quand même plus de chances statistiquement de vous retrouver dans des sociétés qui sont les 3, 4, 5 sociétés qui se cassent la figure. Et donc vaut vraiment mieux lisser son risque. Ça, c'est la stratégie des sociétés de capital risque d'aujourd'hui qui essayent de miser sur des sociétés qui vont avoir des très forts potentiels de croissance, donc c'est encore plus risqué. Nous, pour limiter un peu ce risque, et parce que c'est dans l'ADN de notre communauté d'investisseurs et de notre équipe, c'est qu'on essaye d'accompagner des sociétés qui n'ont pas forcément pour ambition de faire x100, x50, x20, qui ont l'ambition de bien se développer, comme d'ailleurs la majorité des sociétés, je veux dire aujourd'hui, on a très très peu de licornes en France en vrai, mais qui ont l'objectif de pouvoir vous sortir des taux de rentabilité autour de x2, x3, donc c'est-à-dire taux de rentabilité de 10, 15, 20% par an. Et l'idée, c'est d'accompagner ces boîtes-là, et encore plus celles qui ont un impact, que ce soit sociétal, environnemental, un impact avec une vraie mission, presque d'intérêt général, mais finalement on voit que notre communauté elle a envie d'investir dans des projets qui ont du sens. Voilà. Donc ma recommandation pour répondre à votre question, ce serait déjà d'investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre, parce que vous pouvez vraiment tout perdre, de diversifier votre portefeuille, de faire attention au risque de l'investissement puisque vous pouvez tout perdre. Il peut y avoir des risques d'illiquidité, donc ne jamais récupérer votre investissement alors que votre investissement se porte pas plus mal, et donc ça c'est embêtant. Ou partiellement votre investissement, c'est-à-dire vous pouvez investir dans une société qui a été survalorisée, la revendre 3-4 ans plus tard, et en fait la société elle a été revendue 20% moins cher. Donc ça c'est vraiment les risques. Donc il faut diversifier son portefeuille. Et puis mon dernier conseil, c'est investissez dans les sociétés qui ont du sens pour vous et dont vous avez un coup de cœur, que vous avez envie de soutenir. Aujourd'hui c'est ça l'investissement dans les startups, l'investissement participatif, dans des projets, produits dans lesquels vous croyez. Ok. Benjamin, quel est le meilleur canal marketing que vous utilisez pour faire croître SoWeFund? Le meilleur canal marketing, finalement, ce sont les projets. SoWeFund, c'est bien, c'est une plateforme d'investissement. Mais aujourd'hui, c'est la qualité de nos projets qui fait venir des investisseurs.
On a beaucoup d'investisseurs qui investissent sur plusieurs plateformes aujourd'hui en France, qui investissent dans plusieurs sociétés d'investissement, fonds d'investissement, banques, produits d'épargne, autres. Et finalement, on se rend compte que, évidemment, on fait un maximum de bruit et de positionnement et de marketing pour nous, sur WeFund, exister. Mais ce sont généralement nos entreprises, des entreprises que nous présentons à notre communauté et que nous présentons au grand public, qui fait la reconnaissance de la plateforme. Donc plus les dossiers sont de qualité, plus les investisseurs sont là. Et aujourd'hui, le vrai secret, c'est que quand il y a des bons dossiers, les investisseurs, ils sont là. Donc finalement, il faut se concentrer sur la qualité des startups. D'accord. Si on parlait un peu plus techniquement en termes de trafic, ton trafic provient principalement de Google, ou est-ce que vous achetez des publicités, ou est-ce que il y a d'autres canaux que vous utilisez? Alors nous, faut savoir que Google, c'est pas un très bon canal d'acquisition pour nous aujourd'hui, parce que le monde investissement, on est face aux banques, on est face à beaucoup de produits de défiscalisation. Donc les mots-clés sont très très chers, et nous, notre taux de marge, notre taux de rentabilité pour un investisseur chez nous, il est très très faible, parce qu'on peut autant avoir quelqu'un qui va investir 10 000 euros demain que quelqu'un qui va investir 100 euros, puisque notre objectif, c'est de démocratiser l'investissement des startups. Vous imaginez bien que si je paye un clic à 10, 20, 30 euros et que j'ai quelqu'un qui met 100 ou 200 euros, même si il les investit et que je vais réussir à reprendre quelques euros derrière à l'entrepreneur, il n'est pas du tout rentable pour moi. Donc, un de nos plus gros canaux d'acquisition aujourd'hui, c'est la presse, c'est les médias, mais c'est aussi l'événementiel qu'on réalise. Donc, nous, on organise pas mal d'événements, et notamment un événement qui est assez connu, qui s'appelle le Fund Truck, qui est un concours à destination de start-up, qui est reconnu dans notre écosystème, et qui nous amène toujours plus d'investisseurs comme de start-up. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce Fund Truck? Est-ce qu'il y a véritablement un truck? Il y a véritablement un truck, figurez-vous, c'est un grand concours donc à destination de start-up en recherche de financement. L'idée, c'est qu'on effectue un grand appel à projet national, et en fait on le régionalise, puisque c'est vraiment le Miss France de la start-up qui cherche des fonds, un peu vulgarisé pour le coup, mais vous allez voir que c'est très sérieux. C'est parti d'un jeu de mots, cette idée. L'histoire du Fund Truck, c'est avec mes associés, on est tout le temps sollicité pour faire participer à des concours de pitch, des concours de start-up, et on s'est dit nous, il faut qu'on organise notre concours de pitch, le concours de start-up, on va appeler nos amis fonds d'investissement pour savoir s'ils sont prêts à venir. Et ils nous ont tous dit, grosso modo, non merci. Si c'est pour me faire un concours de pitch dans vos locaux, ça ne nous intéresse pas. Non merci. Donc on s'est dit, mince, il faut innover, il faut disrupter ces concours de pitch, il faut faire quelque chose qui n'existe vraiment nulle part ailleurs. Et puis c'est parti d'un brainstorming avec un de mes associés. Est parti le jeu de mots Fund Truck. On voulait faire aussi un concours dans les taxis, pitch in a cab. On a plein d'idées qui étaient bonnes, d'autres idées bonnes, mais le Fund Truck nous a vraiment plu et m'a vraiment plu. Et pour le coup, on a décidé d'être finalement le Fund Truck, c'est on met des entrepreneurs dans un camion qui vont pitcher devant des investisseurs, de la presse, des grands comptes, des acteurs de l'écosystème. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on pourrait dire, mettre des entrepreneurs dans un camion, c'est peut-être pas une image super positive pour les entrepreneurs. Pas du tout. On met des entrepreneurs dans un camion, mais les investisseurs doivent venir à eux dans la rue, se les cailler, dans un écosystème totalement différent. Et c'est ce qui a plu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des choses très sérieusement, puisque donc ils pitchent depuis un camion, mais dans les principaux lieux de Paris. Donc on a été place de la Madeleine, place de la République, place de la Bastille, quand on a commencé notre première édition à Paris. Et on a été aussi invité pour faire un pitch dans la cour du ministère des Finances. Donc ça a été bien vu, ça a bien pris. Et puis ensuite, on a développé ce concours. Comme ça a bien fonctionné, on l'a développé en région. Et là, cette année, on est à la 4e édition du Fund Truck. Le Fund Truck, c'est 6 régions partenaires, c'est 130 partenaires investisseurs, enfin plus de 100 partenaires investisseurs, et après une cinquantaine de partenaires de l'écosystème, des grands comptes, et on est financé par justement des grands comptes comme La Poste, Engie. Et donc le gagnant, il est... Et en fait, l'idée, c'est que dans chaque région, donc après ce grand appel à projet, on en sélectionne 5, 4 par nos analystes, 1 par le grand public. C'est 5 pitchs sur 3 étapes dans la journée, donc devant tout l'écosystème régional, une trentaine d'acteurs dans la journée. Donc c'est un vrai accélérateur. C'est très apprécié des startups aujourd'hui. Les critères de sélection, c'est on recherche entre 100 000 et 5 millions d'euros. Donc j'ai beaucoup de startups qui cherchent beaucoup d'argent aussi, qui participent à ce concours. Et le grand gagnant de la région gagne sa place, son pass, pour participer à la grande finale. Et la grande finale, cette année, c'est le 15 novembre au ministère des Finances, où il y aura une petite quarantaine de fonds d'investissement, 6 startups en compétition de 6 régions différentes. D'accord.
Benjamin, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir? Je sais pas si j'ai pas de pire moment. J'ai vécu pas mal de moments très difficiles puisque quand vous en avez marre et que vous êtes au bout du rouleau, vous avez envie de tout jeter, tout arrêter et de repartir peut-être dans un rythme ou dans une carrière professionnelle un peu plus tranquille et surtout stable. Donc franchement, les pires moments, j'ai pas de pires moments comme ça. Tout ce que je sais, c'est que je les ai eus dans toutes mes expériences professionnelles entrepreneuriales, que ce soit dans la musique, où j'ai failli splitter avec l'ensemble de mon groupe, que ce soit dans ma première entreprise, où je me suis quand même séparé de mon associé, donc c'était quand même pas très agréable, et je suis reparti, que ce soit dans mes études, où j'ai jamais apprécié faire des études, et je me suis retrouvé à vouloir les quitter assez souvent, et aujourd'hui dans ce WeFound, où ça fait quand même bientôt plus de 4 ans et demi, enfin bientôt 5 ans, qu'on travaille chez ce WeFound, et il y a toujours des hauts et des bas, puisqu'il y a des grands challenges à relever, mais c'est aussi ça qui est beau. Est-ce que c'est surtout des soucis financiers ou des soucis d'équipe ou le manque d'investisseurs dans ton cas, etc.? Il y a toujours des raisons en fait, mais je pense que aujourd'hui c'est certainement pas des soucis. Enfin, il y a toujours des soucis financiers. On a un modèle économique qui est difficile, qui est très capitalistique, où pour gagner vraiment atteindre la rentabilité, il a fallu du temps. Il faudra encore du temps puisqu'on fait des nouveaux investissements et que plus vous investissez, plus le point mort s'éloigne. Et donc oui, on a vécu des moments plus ou moins difficiles puisque quand vous avez à 3 mois plus de trésor et plus de cash, il faut trouver des financements. Maintenant, on avait un plan avec mon associé, on avait un plan qu'on a quand même pas mal tenu et on savait qu'on allait avoir besoin de relever des sous à une certaine période. Ça a été très difficile. De temps en temps, on s'est dit que c'était juste, mais on a toujours réalisé nos objectifs. Est-ce que tu as mis SoWeFound sur SoWeFound justement? SoWeFound est principalement financé par sa communauté. En effet, donc nous on a déjà réalisé 2 augmentations de capital officielles et 2 belles augmentations de capital et elles ont été faites par notre Love Money et par notre communauté d'investisseurs. On n'a aucun industriel, institutionnel ou fonds d'investissement à notre capital, on est totalement indépendant. Et ça, c'est aussi une des forces de SoWeFound, c'est qu'elle est soutenue par sa communauté et qu'aujourd'hui, personne peut nous dire vraiment quoi faire. On est totalement indépendant. À contrario, quel a été ton plus beau moment? Je pense mon plus beau moment, c'est... alors moi, je n'arrive pas à vous sortir tous mes moments dans les extrêmes. Un de mes plus beaux moments, c'est quand on réussit à signer un beau premier co-investissement avec un acteur du financement, qu'on arrive à obtenir une vraie reconnaissance, un bel article dans les médias, qu'on arrive à obtenir une reconnaissance dans le cadre du Fund Truck également, parce qu'on s'est battu pour ce projet. Voilà. Pour moi, le plus beau moment et la plus belle reconnaissance, c'est la reconnaissance de mes entrepreneurs qui sont financés. Benjamin, c'est le moment de l'interview top 5. Le livre que tu recommandes? Alors moi, mon auteur préféré, c'est Zweig. Maintenant, le livre que je vous recommande en ce moment, ce que je lis en ce moment, qui n'a rien à voir, c'est un énorme pavé, c'est la trilogie Les Guerriers du Silence de Pierre Bordage. Et c'est vrai que j'ai été pas mal happé par cette histoire, il faut aimer. Mais je vous garantis que moi qui suis pas un grand lecteur, je me suis pas souvent fait 1000 pages, quoi. Et un livre de Zweig que t'aimes bien? Franchement, le joueur d'échecs restera quand même la base, mais j'aime beaucoup 24 heures la vie d'une femme. J'aime le dernier que j'ai sur le bout de la langue, titre, mais sur le bout de la langue. Je les ai tous lus en fait à peu près. L'entrepreneur que tu suis ou dont t'es fan? Alors je ne suis fan de personne. Je suis... Ouais, mais même en tant que musicien, j'ai été fan de personne. Si je crois que j'ai été très influencé à l'époque, j'aimais beaucoup Queen, j'aimais beaucoup Noir Désir et j'aimais beaucoup les Doors. Voilà. Maintenant, fan d'entrepreneur, non. J'ai quand même lu Elon Musk, qui m'a fait plaisir là récemment aussi, la biographie d'Elon Musk. En France, on a des super entrepreneurs également, mais je suis surtout fan des entrepreneurs en règle générale, moi. C'est mon métier et j'essaie de les accompagner. Ton outil en ligne préféré? Celui que j'utilise le plus, c'est quand même, pour le boulot, c'est LinkedIn. Celui que j'utilise le plus en dehors du boulot, c'est Spotify, pour écouter de la musique. D'accord. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui? Réfléchissez à 2 fois et plus sérieusement, sachez vous entourer. Y allez pas tout seul, tête baissée, prenez un peu de recul, parlez-en. J'ai souvent l'occasion d'accompagner des jeunes entrepreneurs ou des gens qui veulent se lancer et je les invite
à partager leur idée. Parce que souvent, quand on est au début, on a peur de partager son idée. On se dit, on va me la piquer. C'est difficile de partager mon idée. J'aimerais bien t'en parler, mais est-ce que tu peux me signer un petit contrat de confidentialité ou ne jamais en parler à personne autour de toi, promets-le-moi. En réalité, c'est l'exécution qui compte. C'est absolument pas l'idée. À moins que vous soyez un savant fou avec un brevet, une propriété intellectuelle, etc. Il y a aucune raison de ne pas partager votre idée. Évidemment, allez pas voir votre concurrent pour lui partager l'idée, mais pour le coup, vous pouvez quand même partager l'idée au monde entier, que personne vous copiera. Et quand bien même, le plus important, c'est l'exécution. Donc, si vous avez l'idée et que vous la portez, vous réussirez. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton entreprise, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit ou un service. Le meilleur investissement que j'ai fait pour faire croître mon entreprise, c'est mes équipes. C'est le plus bel investissement, c'est le capital humain. Je suis entouré de gens tous plus smart les uns que les autres, et c'est eux qui font croître aujourd'hui l'entreprise. Benjamin, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre ? Eh bien, merci à toi pour m'avoir permis cette petite interview également. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, @bwatin. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn où je suis très actif. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire sur sowefund.com. Merci Benjamin, à bientôt. Merci. Merci encore à Benjamin pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et la transcription de cet épisode en vous rendant sur le lien suivant envou.co/13, le chiffre 13. Avant de terminer ce podcast, j'ai une annonce à vous faire. J'ai mis en ligne une récap des meilleurs outils utilisés par mes invités du podcast et qui leur permettent d'être plus efficaces. Si vous voulez avoir cette liste gratuite, rendez-vous sur envou.co/outils avec un S à la fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous. Sacré Benjamin. Je vais me mettre un peu de musique.